Bonjour, bienvenue dans le module Mars, méthodologie pour la conception et le déploiement d'architecture, réseau et de services. Dans cette partie, nous allons nous attacher à la méthodologie de conception et de déploiement d'infrastructures distribuées, d'administration système et réseau pour monter une infrastructure répondant aux besoins d'une architecture technique. Cette partie du module, dédiée à l'organisation d'infrastructures répondant aux besoins d'une architecture technique, est composée de 4 grandes parties. La première consiste à préciser le contexte, la démarche adoptée et également il vous propose une méthodologie de conception d'infrastructures répondant aux besoins définis dans une architecture technique. Le cœur de la conception de l'architecture distribuée fait l'objet de la deuxième partie. Dans cette partie, nous nous rappellerons tout d'abord l'organisation hiérarchisée des réseaux avant de détailler comment organiser un plan d'adressage et prendre en compte les contraintes du routage. Nous aborderons également des points essentiels autour de la sécurisation des communications, que ce soit au niveau local grâce à des VLAN ou entre des sites distribués reliés par Internet, notamment grâce à des VPN. Enfin, en considérant cette infrastructure comme un objet logiciel complexe, nous verrons comment l'usage de chaînes de liaison va permettre de comprendre comment intégrer les différents modules logiciels qui composent cette infrastructure. La troisième partie de ce module est dédiée à la gestion de configuration, c'est-à-dire la configuration automatique des machines via le DHCP et la gestion du nommage, ce qui permet d'intégrer la politique de l'entreprise permettant de déterminer sa visibilité. Dans une quatrième partie, nous aborderons l'optimisation du routage dans des réseaux étendus et des réseaux de grande taille. Une fois construite une architecture, l'avoir testée, cela permet bien sûr de communiquer dans un site, de communiquer entre des sites différents. Mais cela ne permet pas de régler tous les problèmes, il est temps de penser aux services à valeur ajoutée de gestion de configuration. Parmi ces deux services, on va trouver la configuration de la machine à gérer, soit de manière statique, soit de manière dynamique. Et on va aborder la manière dynamique grâce au service de DHCP. Et nous aborderons également la gestion du nommage qui va permettre de gérer des annuaires pour définir des noms exploitables par des humains pour atteindre des ressources. Les fonctions à assurer usuellement pour gérer la configuration supposent de prendre en compte les différents systèmes d'exploitation qui sont utilisés sur les postes de travail ou sur les serveurs. Il faut, pour garantir la sécurité de l'architecture globale, déployer des politiques communes en mettant à jour régulièrement les différents systèmes et les différentes machines. Le problème est alors de définir comment gérer ces configurations, sachant qu'une machine peut être identifiée grâce à sa carte réseau local, mais aussi grâce à son nom et son adresse IP. Il faut donc définir à la fois des annuaires et une politique de nommage, mais aussi prendre en compte l'organisation du plan d'adressage et gérer le routage au mieux. Mais on peut aussi ajouter également les comptes des utilisateurs. On le voit donc qu'il s'agit d'un système complexe. Une première manière de gérer la configuration est de la faire en dur, c'est-à-dire qu'on va choisir une fois pour toutes les paramètres à configurer dans une machine. Pour ce qui concerne le réseau, il s'agit de l'adresse IP, du masque, du nom de la machine, de la passerelle, du domaine auquel cette machine est rattachée. Cela présente un avantage évident d'autonomie de la machine, mais manque totalement de flexibilité, puisque une fois que la machine est configurée, on ne peut pas y revenir. On peut alors se poser la question de la manière d'administrer cette machine, puisque chaque intervention supposera de passer directement sur chacune des machines. Comme on vient de le voir, la gestion statique de la configuration n'est pas très pratique, surtout lorsqu'on a des déploiements à grande échelle. L'utilisation du DHCP, qui est natif dans IPv6, permet donc de régler les problèmes d'adaptation des configurations lorsqu'on décide de revoir des éléments au niveau d'une architecture. Nous allons maintenant, dans cette partie, détailler le fonctionnement du protocole DHCP, notamment dans le cadre d'IPv4, puisque c'est celui qu'on utilise quand on utilise l'adressage privé IPv4. Le protocole va permettre de configurer, lors de la connexion, les différents paramètres. On pourra également aussi ajouter des éléments permettant de faire des mises à jour logicielles au niveau du système.
On va avoir différentes stratégies d'allocation d'adresse. On peut avoir une adresse permanente fixée lors de la première connexion ou une adresse avec une allocation manuelle qui sera décidée par l'administrateur. Cela permet d'avoir toujours la même adresse pour une machine. Mais on peut aussi gérer la pénurie, c'est-à-dire utiliser l'allocation dynamique pour associer une adresse IP à une machine de manière limitée dans le temps. Cela permet de faciliter la réutilisation d'adresses IP le plus possible. Alors, comment fonctionne le DHCP? Le poste de travail lance la requête DHCP Discover qu'il diffuse à tout le monde. Le serveur DHCP fait une offre d'adresse et le client accepte l'offre grâce à un DHCP request sur le serveur qu'il aura sélectionné et le serveur renvoie les éléments de configuration grâce au DHCP Acknowledge. Vous avez ici la trace d'un DHCP request sur le client. On voit ici que le client n'a aucune adresse IP, qu'on ne sait pas par où on va passer et on donne simplement l'adresse MAC du client. Lorsque le client reçoit ces éléments de configuration, par exemple à la fin du cycle, lorsqu'il va recevoir le DHCP Acknowledge, le client va posséder une adresse IP et on va effectivement pouvoir donner l'ensemble des paramètres, par exemple donner ici le nom du serveur DNS au client et également rajouter des fichiers destinés au boot lorsqu'on veut rajouter un boot en mode DHCP, c'est-à-dire qu'on pourra rechoisir un boot au moment de la connexion. Alors revenons sur le DHCP. Si le serveur DHCP n'appartient pas au même réseau, le DHCP Discover va s'arrêter au niveau du routeur. Il faut donc y configurer un agent DHCP Relay qui va renvoyer la demande vers le serveur DHCP qui est bien identifié par le routeur avec une adresse IP particulière. L'adresse de l'agent DHCP Relay va être insérée dans un champ particulier. De la sorte, le serveur DHCP pourra renvoyer le DHCP offer jusqu'au routeur qui avait fait le relais de DHCP. Ensuite, ce routeur va pouvoir renvoyer l'offre au client puisqu'il le connaissait grâce à l'adresse MAC. Le client fera après une demande de DHCP request qui sera à son tour relayée par le routeur et le DHCP acknowledge sera ensuite acheminé par le client. Comment configurer le DHCP relay? Eh bien, comme dans tout protocole Internet, on va utiliser les requests for command, donc il s'agit de la RFC 3046, et le DHCP relay va être configuré sur un routeur, mais on peut éventuellement aussi utiliser une machine. Pour configurer le DHCP sur un routeur, il faut utiliser ce qu'on appelle des IP helpers qui vont autoriser le forward de paquets particuliers, et on devra spécifier alors l'adresse du serveur DHCP ou d'un autre agent relais. Il faut noter que seul le premier agent relais intègre une adresse IP dans le champ GIA-DDR, c'est-à-dire va permettre de savoir quel est le relais le plus proche du client qui a fait la demande. Prenons donc un exemple. Supposons que le poste P1, qui appartient au réseau 10.2.0.0, veuille obtenir une adresse IP. Il va donc avoir une première étape grâce à une adresse MAC de diffusion. Il va envoyer sur l'adresse de diffusion un DHCP Discover en disant voilà, moi je n'ai pas d'adresse, je veux obtenir une adresse auprès d'un serveur DHCP. Cette demande va arriver entre autres jusqu'au routeur. Le routeur, lui, est configuré avec un relais. Donc le serveur sait qu'il peut atteindre un serveur DHCP à l'adresse 10.1.0.2 et donc il va envoyer directement la demande de boot, boot P qui contient l'adresse MAC de P1, il va l'envoyer directement au destinataire qui s'appelle 10.1.0.2. Et vous voyez ici qu'il va l'envoyer avec son adresse IP par où est arrivé le paquet, mais il va aussi ajouter cette même adresse IP dans le champ GIA DDR, ce qui va permettre de garder une trace. Ainsi, lorsque le serveur DHCP reçoit la demande, il a à la fois l'adresse MAC de la machine P1, mais il sait exactement sur quel réseau cette machine est connectée. Et donc, son offre pourra prendre en compte la contrainte de donner l'adresse à la machine P1, une adresse qui soit compatible avec le réseau sur lequel est branchée cette machine P1.
Vous avez ici une trace du DHCP Discover côté serveur. Donc ici, vous voyez qu'on a un premier relais qui a été donné et on a bien l'adresse MAC du client. Vous avez ici le DHCP Offer où on va toujours retrouver l'adresse du client et l'adresse de l'agent relais. Côté request et côté DHCP Acknowledge, là on va avoir l'adresse qui est attribuée au client, l'adresse MAC du client et également l'ensemble des paramètres qui devront lui être transmis. Pour permettre le passage de toutes les informations de configuration, il faut qu'on donne non seulement l'adresse, des informations sur le serveur et le bail, mais il faut éventuellement aussi et surtout qu'on passe le masque de sous-réseau, les noms du DNS, le nom de la zone à laquelle la machine va appartenir. Donc en fait, on va pouvoir passer des compléments de configuration grâce à des options qui sont définies dans la RFC 2132. Et pour cela, on va utiliser un codage qui s'appelle TLV, type longueur-valeur, avec un numéro d'option, une longueur et la valeur du numéro d'option. Par exemple, l'option numéro 1 est le passage du subnet mask sur 4 positions. Alors la configuration du serveur DHCP suppose bien sûr d'installer le serveur, mais également de définir les différentes plages d'adresse, c'est ce qu'on va appeler des étendues. Une étendue est associée à un réseau logique, donc on va trouver l'adresse du réseau et le masque, et on trouvera une plage d'adresse à distribuer, ainsi que les paramètres à donner lors de la distribution d'adresses appartenant à ce réseau, comme par exemple la passerelle ou le nom du DNS. Lorsqu'on configure un serveur DHCP, il ne faut surtout pas oublier d'activer ce service. Sur le client, le service DHCP va s'activer automatiquement dès lors qu'on ne met pas d'adresse en dur. Il faut noter par contre que dans une machine Linux, il faudra configurer le DHCP dans le fichier qui va être associé à l'interface selon la distribution Linux. Enfin, lorsqu'on décide de configurer le DHCP, il faudra aussi prévoir d'autoriser le relais DHCP sur le routeur si le serveur n'est pas dans le même sous-réseau. Prenons par exemple le cas de la configuration sur Linux. Eh bien, on va devoir sur le serveur configurer le fichier dhcpd.conf qui se trouve dans l'arborescence sous le /etc. On va définir le réseau en définissant une instruction de subnet avec l'adresse du réseau, un netmask et le masque associé à ce réseau-là. On définira ensuite la plage d'adresse grâce à la directive range avec l'adresse de début et l'adresse de fin. Les options sont ensuite définies, telles que l'option Routers pour donner l'adresse de la passerelle par défaut, Domain Name Servers où on va obtenir l'adresse du serveur DNS et Domain Name qui permettra de donner le nom du domaine auquel on est rattaché. La durée des mots est donnée toujours en secondes. Enfin, on pourra définir des groupes en réservant des adresses pour certaines machines en fonction de leur adresse MAC et leur attribuer un nom. Lorsqu'on utilise le serveur DHCP, il faudra aussi déterminer où se trouve le fichier dhcpd.list qui est sous /var selon la distribution. Et enfin, pensez bien sûr de lancer et d'arrêter le service grâce à la directive dhcpd start ou dhcpd stop. Sous Windows, on a une interface graphique, donc il va falloir simplement penser d'autoriser le service DHCP. On retrouve la même logique par étendue et les mêmes paramètres, simplement il faudra cliquer sur le nom du paramètre que l'on veut renseigner. Il faudra penser aussi de demander la mise à jour automatique du DNS, le cas échéant. Venons ici avec un exemple de configuration de fichier DHCPD. Nous avons une zone en 192.168.1.0 et on décide de donner une adresse IP fixe à l'une des machines qui s'appellera mon serveur. Je définis donc, grâce à la directive subnet, l'adresse du réseau 10.2.0.0 et le netmask associé qui est en 255.255.255.0. À l'intérieur de cette directive, je vais rajouter l'option routers pour donner l'adresse IP de la passerelle, le masque de sous-réseau et je vais aussi rajouter le nom du domaine sur lequel je vais rattacher mes machines. Je vais donner l'adresse du serveur DNS 124.214.10.10 par exemple
Vous voyez qu'ici, il n'y a pas besoin que ce soit sur un même réseau. Et je vais définir mon étendue en disant que je pourrais attribuer grâce à la directive range des adresses allant de 10.2.0.10 à 10.2.0.100. Par défaut, j'aurai 650 secondes de beau. Et vous voyez ensuite que lorsque je vais utiliser la directive host, je vais pouvoir définir mon serveur, c'est-à-dire une machine, en lui donnant un nom, monserveur.tpi-lyon.fr, et je vais faire cela en l'associant à l'adresse MAC de la machine, et je lui donne l'adresse fixe 10.2.0.3.